Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'officialisation parce que ça y est, Tierno Ballo vient de signer son contrat avec l'AS Saint-Etienne. Ce jeune attaquant autrichien arrive pour renforcer bien sûr le secteur offensif de l'AS Saint-Etienne, après notamment Jakob Brehum. Et dans cette vidéo, on va bien évidemment revenir sur son parcours, mais on va essayer aussi de voir s'il peut être complémentaire avec Brehum, comment les deux joueurs peuvent-ils être utilisés. Et pour cela, on va bien sûr analyser leurs statistiques, notamment grâce à la data. Ça permet d'avoir une idée, même si bien sûr, on va pouvoir se faire une véritable idée, un vrai avis, quand on va les voir évoluer ensemble, peut-être pendant les matchs de préparation. En tout cas, nouvelle arrivée du côté de Saint-Etienne, un joueur qui ne connaît pas le championnat français, mais qui connaît deux joueurs actuels de l'effectif stéphanois, à savoir Pierre Ecois et Augustine Boisquet. Voilà, on va revenir sur son parcours dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant que celle-ci ne débute vraiment, n'oubliez pas de la liker pour soutenir la chaîne, de vous abonner également, et puis nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, donc Tierno Ballo arrive du côté de Saint-Etienne. C'est un joueur qui est né en 2002, le 2 janvier 2002, et il est âgé donc de 24 ans. Et il est jeune, mais il a déjà connu plusieurs pays, à savoir l'Autriche, l'Allemagne et même l'Angleterre, avant maintenant de rejoindre la France. Tierno Ballo, c'est un ailier, principalement ailier gauche, mais il peut aussi jouer ailleurs, milieu offensif, ailier droit, il peut jouer avant-centre. Voilà, c'est un joueur qui peut se placer un petit peu partout dans le secteur offensif et même un petit peu plus bas sur le terrain. Donc il est assez polyvalent, ce jeune droitier. Il est assez mobile, assez polyvalent offensivement. Et ça, c'est parce qu'aussi il a pu travailler différentes qualités tout au long de son cursus, de son parcours. Il a commencé dans un club très modeste quand il était très jeune, le SV Chemie Linz, donc un club autrichien. Lui qui est né d'ailleurs en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais il a la nationalité autrichienne et il est d'ailleurs international autrichien, comme on va le voir tout à l'heure. Il va rejoindre rapidement donc, le grand club de là-bas, le LASK. Et à seulement 11 ans, il va partir du côté de l'Allemagne et où il va rejoindre le club du Bayer Leverkusen, donc un gros club allemand. C'est le deuxième pays qu'il va connaître en tant que footballeur, donc après l'Autriche. Ensuite, c'est donc l'Allemagne. Et il va poursuivre sa formation là-bas pendant 3 saisons avant ensuite de rejoindre un autre club allemand, le Victoria Cologne, et il va signer en 2018 du côté de Chelsea. Alors avec ce club de Chelsea, il va gravir petit à petit les échelons. Il va disputer la Premier League 2. Il va jouer également la Youth League, donc ce qui est la Ligue des Champions pour les jeunes joueurs. Et la FA Youth Cup, donc pareil, une coupe en Angleterre pour les jeunes équipes. Mais il ne va pas disputer par contre de rencontres officielles avec l'équipe première de Chelsea. Mais voilà, il va petit à petit acquérir de l'expérience parce qu'il a pas mal de matchs d'ailleurs. Hein. Il en a plus de 270 si on compte en professionnel et en jeune. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est à Chelsea qui va d'ailleurs arriver en même temps qu'un certain Pierre Ecois qui porte, quand je tourne cette vidéo, actuellement encore le maillot vert, même si on sait que la situation elle est très compliquée. Mais en tout cas, ils ont déjà été ensemble en même temps du côté de Chelsea. Ils sont arrivés tous les deux là-bas en 2018. C'est en 2021 qu'il va continuer sa carrière en jouant son premier match en professionnel parce que Chelsea va décider de le prêter en Autriche. Il va faire son retour au pays, au Rapid Vienne. Et il va donc découvrir le football professionnel le 23 septembre 2021. Bon, son bilan va être assez discret là-bas. 13 matchs, 0 but, une passe décisive. Et il va revenir à Chelsea, d'ailleurs, dès l'hiver, en février 2022. J'ai pas réussi à trouver si c'est que son prêt s'est mal passé quand on regarde des statistiques. Bon, c'est pas fou. Je sais pas si c'est pour ça qu'il est revenu ou pour une autre raison. Mais en tout cas, il est revenu à Chelsea en 2022. Ça a été un moment d'apprentissage pour lui. Et son retour, pareil, ça lui permet de poursuivre son apprentissage, mais il ne va pas bénéficier de minutes de jeu avec l'effectif professionnel comme je l'ai évoqué tout à l'heure. À l'été 2022, donc quelques mois après, Chelsea décide de ne pas conserver son joueur et il va partir tout simplement libre.
Donc c'est là qu'il va rejoindre le club autrichien de Wolfsberger, un club que l'on connaît très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 ans, un autre joueur qui est actuellement dans l'effectif stéphanois, Augustine Boaké, venait de ce club-là. Et d'ailleurs, les 2 joueurs ont déjà joué plusieurs rencontres ensemble. Là, il va rejoindre le club gratuitement. Il va signer jusqu'en 2024 plus une année en option. Et il va donc jouer avec Boaké entre 2021 et 2024 avant que Boaké ne rejoigne Saint-Etienne. D'ailleurs, quand les 2 joueurs évoluaient ensemble, ils jouaient souvent tous les 2 juste derrière l'avant-centre. Donc c'était 2 joueurs qui étaient souvent mis à côté. Donc qui je pense se connaissent pas mal. Je ne sais pas combien de matchs ils ont joué au total ensemble. Quand on va sur Transfermarkt et qu'on regarde les saisons où ils étaient ensemble, c'est quand même assez récurrent qu'ils sont titulaires tous les 2 dans le même 11 de départ. Mais très souvent, voilà, ils sont sur la même ligne, juste derrière l'avant-centre. Donc c'est là que sa carrière va véritablement débuter parce qu'en 4 saisons là-bas, il va disputer au total 110 rencontres pour marquer 33 buts et délivrer 18 passes décisives. On le voit progresser chaque année, en tout cas d'un point de vue statistique. En 2022-2023, il va pas mal jouer, 34 rencontres au total, 7 buts et 3 passes décisives. La saison suivante, il va confirmer avec 30 rencontres, cette fois-ci un petit peu plus de buts, 13 et 4 passes décisives. Et en 2024-2025, c'est sans doute sa meilleure saison là-bas en Autriche. Toutes compétitions confondues, donc en comptant le championnat plus la coupe, il va au total disputer 37 rencontres pour 13 buts inscrits et 8 passes décisives. Cette saison va lui permettre de franchir un cap et donc d'attirer d'autres clubs étrangers qui vont se positionner sur lui. Et notamment donc, un club anglais, Millwall, qui évolue en Championship, donc en seconde division anglaise. Et Wolfsberger va décider de prêter son joueur là-bas. Et ce club a d'ailleurs terminé 3e cette année du championnat anglais, donc de seconde division. Donc c'est un championnat forcément qui est très exigeant, on le sait, très physique. Ce championnat de seconde ligue anglaise où il y a quand même beaucoup de contacts. À 24 ans, il va donc pouvoir découvrir encore une fois autre chose. Retour en Angleterre pour lui qu'il connaissait. Mais voilà, cette fois-ci, c'est pas dans les catégories de jeunes, c'est plus dans les catégories professionnelles avec la seconde division anglaise qui est largement d'ailleurs nettement supérieure à la seconde division française selon moi. Donc au total là-bas, et donc il y a une petite partie avec le club autrichien aussi parce qu'il a été prêté je crois début septembre. C'est 43 rencontres donc en 2025-2026, ce qui est quand même pas mal. C'est pas beaucoup de buts, un but et 10 passes décisives pour lui. Donc c'est des statistiques qui sont pas forcément très impressionnantes, mais c'est un championnat qui est plus exigeant. Il a sans doute fallu aussi un temps d'adaptation pour lui, mais il a quand même 10 passes décisives, ce qui n'est pas rien, même si je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont été réalisées avec Wolfsberger. J'ai peut-être les statistiques sous les yeux. Donc avec Wolfsberger, il y a cette année qu'une seule passe décisive. Non, 3 passes décisives, pardon, et 7 passes décisives en Championship. C'est 7 buts et un but, pardon, et 7 passes décisives pour lui en 31 rencontres de Championship en 2025-2026. Et là-bas, il va aussi évoluer à plusieurs postes, pas tout le temps la même chose. Milieu gauche, avant-centre, ailier gauche, voilà, potentiellement plus milieu offensif, ponctuellement, pardon, plus milieu offensif, ça dépend des fois. Mais il va jouer pas tout le temps la même place, en tout cas sur le front de l'attaque. Et je pense que c'est bien cette polyvalence pour Yann Catrot qui va pouvoir le positionner à des endroits différents, même si j'imagine que le coach des Verts a une préférence pour voir évoluer son attaquant. Mais en tout cas, quelque chose qui saute aux yeux depuis ses débuts en professionnel, donc vous pouvez retrouver ça sur Transfermarkt, c'est qu'il a joué à plusieurs postes, donc 54 matchs comme milieu offensif, 40 matchs comme avant-centre, 37 notamment comme ailier gauche, 27 comme ailier droit, il y a aussi milieu gauche, milieu droit, voilà, il est un petit peu partout, mais ce sont les postes qui reviennent le plus. C'est aussi un joueur qui est international autrichien. Il a commencé très jeune, depuis la catégorie U15. Il a gravi petit à petit les échelons, les catégories. Il compte notamment 20 sélections avec les espoirs pour un total de 7 buts inscrits. Et en juin 2025, il va d'ailleurs honorer sa première sélection avec l'équipe A de l'Autriche. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Autrichiens qui ont disputé cette compétition, il n'a pas été retenu cette année. Il a joué contre la modeste équipe de Saint-Marin. Son club s'était imposé 4 buts à 0.
Et il a joué 45 minutes durant cette rencontre, Tierno Ballo. Donc voilà pour ses premières minutes, en tout cas, sous le maillot de la sélection A du côté de l'Autriche. Ce qu'on aime aussi souvent regarder, ce qu'il faut aussi souvent regarder, parce que j'aime pas, souvent il y en a beaucoup, c'est les blessures. Il n'y en a pas forcément énormément pour Tierno Ballo, donc ça c'est quand même quelque chose d'important aussi à prendre en compte. On l'a vu depuis de toute façon qu'il est jeune, j'ai cité un peu le nombre de rencontres qu'il a joué chaque saison. On voit qu'il est quand même pas mal utilisé, il joue pas 90 minutes tout le temps, des fois il rentre en jeu, des fois il sort quand même, et ça arrive de manière assez récurrente quand on regarde son parcours. Mais pour autant, c'est pas quelqu'un qui est blessé. Voilà, ce sont souvent des choix du coach qui sont faits. Mais il n'a pas connu de grosses blessures marquantes. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Peut-être que vous en avez trouvé ailleurs. Moi, dans toutes les recherches que j'ai faites, j'ai pas trouvé de grosses blessures qui l'ont contraint à laisser ses coéquipiers pendant de nombreux mois. Donc ça, c'est bien. C'est un joueur capable d'enchaîner les saisons. Et c'est bien pour un joueur offensif. Et surtout, on sait que c'est des joueurs qui ont besoin aussi d'avoir des statistiques parce que c'est bon pour la confiance. Même s'ils peinent pour l'instant à en avoir au niveau des buts. Justement, on y reviendra quand on va parler de la data dans quelques instants. Maintenant, voilà, du côté de Saint-Etienne, on va voir ce que ça va donner. Reste à voir si sa polyvalence sera un véritable atout pour nous. En tout cas, il a déjà plus de 270 matchs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui a connu beaucoup de pays, même s'il est jeune, qui a connu donc plusieurs championnats, à la fois les catégories jeunes, mais aussi les championnats professionnels. Donc ça, c'est très bien. Sa première sélection avec l'Autriche aussi, et même ses sélections dans les catégories jeunes qui lui ont permis d'acquérir de l'expérience. Maintenant, on va parler un petit peu plus de la data. Et je vais vous afficher notamment le graphique qui permet de voir quelle est son influence, son impact sur le jeu du club de Millwall, donc la saison dernière en 2025-2026 dans le championnat anglais. Attention, ces données ne prennent que en compte la saison passée. Je ne peux pas prendre en compte plusieurs saisons, sinon il faut que je fasse plusieurs graphiques. Et c'est pas évident de pouvoir les regrouper ensemble. Donc là, c'est des statistiques en seconde division anglaise. Donc je vous affiche ça tout de suite. Alors, voici le graphique. On va essayer de voir quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. On va le comparer avec Breum et on va ensuite parler de Zuriko Davitashvili parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il pourrait quitter Saint-Etienne. Donc, est-ce que c'est vraiment un bon profil pour le remplacer? En tout cas, selon l'analyse de la data, en tout cas des données data que j'ai de mon côté. Alors, je vous propose déjà de commencer par ses points forts. Donc, les points forts, c'est ce que vous voyez le plus haut sur le graphique. Quand c'est bleu, c'est vraiment que c'est un joueur qui performe, c'est vraiment ses qualités. Quand c'est vert, il est encore au-dessus de la moyenne. Orange, on va dire qu'il est à peu près pareil. Quand on arrive sur le rouge, c'est là où ça devient plus compliqué pour lui. Et il est moins fort que les joueurs qui jouent au même poste dans le championnat anglais. Alors déjà, c'est quelqu'un qui aime bien donner des caviars. On a l'impression, en tout cas quand on regarde ses statistiques, parce qu'au niveau des passes décisives attendues, les expected assists, il est à 0,17, ce qui est un chiffre qui est plutôt assez impressionnant. C'est peut-être même le meilleur dans ce championnat. Il se classe vraiment parmi les tout meilleurs. Ça veut dire qu'il a une bonne vision du jeu, très fine pour pouvoir trouver la faille. Voilà, si ses coéquipiers, on va dire, convertissaient plus les occasions, eh ben, il aurait encore plus de passes décisives. Il en a déjà pas mal avec 10, ce qui est quand même un très bon résultat. Bon, 7 si on regarde la Championship, vu qu'il y en avait aussi du côté de l'Autriche. Ensuite, si on regarde les projections, donc cette fois, c'est les XA par shoot assist. Je suis désolé, c'est marqué en anglais, mais je ne peux pas traduire. Mais je traduis parce que j'y ai noté à côté. Ce sont les passes que l'on attend qui peuvent mener à un tir. Donc, pas forcément les passes décisives attendues. Mais quand il fait une passe, ça devrait mener à un tir. Mais ça ne mène pas forcément toujours à ce tir-là. En tout cas, c'est pareil, c'est une très belle statistique. Il est à 0,26. Donc c'est logique, c'est dans la lignée des passes décisives attendues parce que ça se ressemble. Même si les passes décisives attendues, c'est que ça devrait être une passe décisive parce que l'autre aurait dû convertir l'occasion. Là, il n'a pas forcément eu l'occasion parce qu'il n'a pas pris sa chance, il n'a pas frappé. Mais voilà, ce sont deux catégories qui se ressemblent. Donc c'est une très belle donnée. Quand il donne un ballon menant un tir, la chance de marquer, en tout cas, elle semble être assez immense quand on regarde ces statistiques. Ce sont des vraies occasions franches qui sont provoquées par les passes qu'il donne. Ensuite, si on continue avec ces statistiques, notamment dans le sens du timing, le placement, sa qualité des tirs, c'est quelqu'un qui a une sélection de tirs assez chirurgicale. C'est pareil, vous le voyez, il est à 0,14.
C'est pas quelqu'un qui va frapper forcément, je pense, de loin, dans des angles impossibles. Mais sa qualité de tir, elle est plutôt bonne. Donc la plupart de ses frappes ont l'air en tout cas d'être cadrées et dangereuses, d'après ce qu'on peut lire sur ce graphique, en tout cas dans ses statistiques de l'année dernière en Championship. Si on continue maintenant donc, avec son style de jeu, euh, quel est vraiment son style de jeu dans la passe, au niveau des centres? Est-ce qu'il est au-dessus de la moyenne ou non? Alors certes, sur certains points, oui. On se rend compte notamment qu'au niveau des centres, c'est quelqu'un qui est plutôt bon. Ça fait plaisir parce que j'espère qu'on va avoir des bons centres. C'est ce qui nous manque. Et de mémoire, je crois que Brehum, on avait vu, c'était pas forcément un très bon centreur. Lui, ça semble être le cas. Donc j'espère qu'il va avoir la qualité de pied nécessaire pour trouver ses partenaires dans la surface de réparation. Ensuite, au niveau des passes qui vont casser des lignes, c'est pareil, il a quand même plutôt des stats intéressantes. C'est orange, mais bon, on se rapproche du vert à 0,13. À 0,13, il fait des passes assez intelligentes, capables de casser des lignes, et ça le place quand même un peu au-dessus de la moyenne, même si bon, il s'en rapproche quand même. Mais on va dire que ça reste un de ses points forts. Et il y en a un autre, c'est notamment pour ses retours défensifs. Brehum, on a vu qu'il n'était pas bon du tout sur le plan défensif. Là, par contre, lui, ça semble être le contraire, notamment pour les tacles et les interceptions, les actions défensives. Là, c'est une très bonne surprise pour lui. Vous voyez, il est à 6,71. Donc, il réalise au total 6,71 interventions défensives par 90 minutes. Donc pour un ailier, franchement, c'est un volume qui est assez énorme. Et ça veut dire que sur les retours défensifs, il est là. Je pense que c'est quelqu'un qui fait véritablement les efforts pour presser, pour aller récupérer les ballons. Peut-être plus qu'un Zuriko Davidashvili, plus à l'image d'ailleurs d'un Irving Cardona qui lui vraiment multiplie les retours défensifs. Donc potentiellement, on va pouvoir attendre Ballot sur ce secteur-là, aller chercher les ballons dès la perte de balle pour pouvoir ensuite reprendre rapidement et surtout aider son partenaire sur le côté. On verra qui sera le latéral gauche de Saint-Etienne si Ballot venait d'ailleurs à jouer ce poste de latéral, parce que comme on l'a vu depuis le début de cette vidéo, c'est quelqu'un qui est très polyvalent. Voilà pour ses principaux points forts. Maintenant, on va parler plus de ses faiblesses, surtout ses axes d'amélioration, parce que bien évidemment, il peut encore s'améliorer. Donc, au niveau des points noirs, comme on peut le voir, ça semble être les dribbles. En tout cas, sa réussite au niveau des dribbles qui est assez faible. Il est à 42,11%, donc l'année dernière dans le championnat anglais. J'ai vu beaucoup de dribbles réussis, notamment quand j'ai regardé des compilations, mais c'était dans le championnat autrichien. En tout cas, l'année dernière, c'est pas son point fort. Il n'y en a pas beaucoup apparemment qu'il a réussi. Après, voilà, on montre ce qu'on veut dans les vidéos. Hein, c'est pareil, peut-être qu'en Autriche, il en avait raté beaucoup, mais forcément, quand il y en a de réussi, ils vont le montrer. Donc, il a beaucoup de mal, en tout cas selon ses données, à éliminer son vis-à-vis directement. Ce n'est pas sa principale qualité. Il va peut-être pouvoir plus le prendre de vitesse, mais en tout cas, dans ce secteur-là, c'est pas forcément ce qu'il préfère. Au niveau de sa course balle au pied, c'est quelqu'un qui aime apparemment plutôt s'appuyer sur un partenaire plutôt que de provoquer. En tout cas, dans ce que je peux voir au niveau des statistiques, parce que quand on regarde la progression avec le ballon, c'est pas forcément fou pour lui. Mais voilà, au niveau des passes, là, il semble en faire un petit peu plus. Après, où il pêche aussi, c'est son inefficacité apparemment devant le but. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il pouvait être dangereux, faire des frappes qui sont pour la plupart du temps cadrées selon les données. Mais quand on regarde ses buts hors penalty la saison dernière, il est bloqué à 0 par match, donc c'est vraiment pas beaucoup. Un seul but marqué l'année dernière, c'était peut-être un penalty. D'ailleurs, j'ai pas fait attention. Donc oui, forcément, s'il n'a pas marqué en championnat, ces statistiques-là ne peuvent pas ressortir. Donc voilà, il a un problème de finition en tout cas la saison dernière. Donc forcément, au niveau de l'efficacité, c'est pas forcément une note qui est très haute, mais c'est pareil, ce sont deux données qui sont reliées. Maintenant, si on regarde, on va dire plus les données neutres, où il va être dans la moyenne, au niveau des passes, des touches de balles dans la surface adverse, sa présence dans la surface, donc 2,61 touches, je crois que c'est par match, et ses tirs 1,45,
Ça reste correct, on va dire qu'il est dans la moyenne, mais c'est assez insuffisant pour le joueur. Donc, c'est pas un joueur qui va frapper beaucoup, mais quand il frappe, j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est cadré, mais ça n'est pas forcément dangereux. Voilà pour résumer un peu les données que l'on peut voir sur sa saison dernière. Encore une fois, c'est que la saison dernière et ça reste statistique. Ensuite, au niveau des duels aériens, il a 29,55% de duels aériens. Donc là, c'est pareil. Il va rester dans la valeur moyenne. Donc voilà, après, il n'est pas très grand. Hein, on l'a vu, il mesure, je crois, 1m72. Donc c'est pas forcément le joueur qui va le plus s'imposer d'un point de vue aérien. Maintenant, on va essayer de voir si avec Brehum, ce sont deux profils qui sont totalement différents ou si ce sont deux profils qui sont comparables pour voir comment Yann Castro va pouvoir potentiellement utiliser ces deux joueurs. Alors là, je vais plutôt lire parce que j'ai pris pas mal de notes. Donc Brehum, on avait vu qu'il avait un déficit défensif au niveau physique. Du côté de Ballot, ça semble être un ailier plus capable d'abattre en tout cas un gros travail défensif. Il a réussi à le faire en championship, donc c'est pas rien avec de nombreuses interventions. Donc ça peut permettre de compenser, on va dire, les manques du Danois dans ce secteur du jeu-là. Donc voilà, déjà, ce sont deux profils qui sont différents au niveau, on va dire, de leur capacité à s'imposer dans les duels et à faire des retours défensifs. Ensuite, au niveau de l'axe connexion technique, on a vu que Brehum, c'est quelqu'un qui adorait dicter le jeu depuis des zones plus basses et orientées. Je crois qu'il était dans les passes intelligentes, donc pour trouver ses partenaires, à un très très gros taux de réussite. Du côté de Ballot, c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir donc recevoir ses passes et qui va être la cible préférentielle de Brehum pour pouvoir le trouver sur le terrain. Et ensuite, ce sera à lui de faire la différence. Voilà, j'ai vu que d'un point de vue de vitesse, je vois des choses où on me dit qu'il n'est pas bon d'un point de vue de vitesse. J'ai vu des vidéos, il a quand même malgré tout l'air de faire la différence et de prendre aussi des fois sur les accélérations les adversaires de vitesse. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est compliqué quand même de voir réellement quel est son profil qu'avec des chiffres et qu'avec des vidéos de 5 minutes. Mais potentiellement, voilà, il peut y avoir une connexion entre les deux joueurs avec Brehum qui va chercher à trouver Ballot s'il est positionné en tant qu'ailier. Donc Ballot va peut-être plus s'excentrer sur le côté gauche, ce qui va libérer forcément de la place pour Brehum qui pourrait donc plus rester, on va dire, dans l'axe, avoir ce secteur préférentiel et donc permettre de créer des ouvertures, des brèches pour pouvoir trouver Ballot. C'est peut-être en tout cas dans ce secteur du jeu-là que les deux hommes vont pouvoir se trouver. En tout cas, Ballot, c'est peut-être quelqu'un qui va pouvoir ensuite apporter une capacité à créer de la profondeur, une capacité aussi à prendre le côté gauche. Et c'est un ailier qui va donc avoir un profil, je l'espère, complémentaire avec Jacob Brehum. J'imagine en tout cas que si on allait chercher ce joueur-là, c'est parce qu'il a des qualités qui sont différentes. Et de toute façon, on le voit dans l'analyse data, mais encore une fois, c'est difficile. Il faut vraiment voir si ce sont deux profils complémentaires réellement. Ensuite, si on le compare avec Zuriko Davitashvili, ce ne sont pas vraiment, même pas du tout, je trouve, les mêmes profils, même si j'ai vu qu'ils ont été comparés. Mais quand on regarde encore une fois la data, ils ont des qualités et des défauts qui sont différents. Déjà, d'après ce que j'ai pu voir, Davitashvili a l'air plus provocateur, a l'air de prendre plus de vitesse sur son côté gauche pour pouvoir défier son vis-à-vis. Et ça peut être très intéressant dans les phases de transition rapide, comme on l'a vu plusieurs fois la saison dernière. Pour Ballot, ça semble pas trop être le même profil. On n'a pas l'impression de vitesse sur les données que je peux lire, même si, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu prendre de vitesse des partenaires. Donc il y a peut-être cette qualité malgré tout, mais il n'a pas réussi à le faire en championship. En tout cas, pas assez de fois pour que ça apparaisse comme une statistique intéressante d'un point de vue data. Après, au niveau donc, de l'efficacité, il n'y a pas d'efficacité offensive pour Ballot en championship. Il y en a plus pour Davitashvili qui a 0,45 buts par match en moyenne cette saison. Donc là, ça va vraiment être un secteur où on va l'attendre forcément Ballot parce qu'il va falloir convertir les occasions. Donc pour l'instant, c'est une grosse différence entre les deux joueurs, même si Davitashvili est parfois frustrant quand il manque aussi des occasions. Il en manque moins que Ballot, en tout cas la saison dernière. Après, là où semble être meilleur Ballot, c'est au niveau des retours défensifs.
encore une fois avec le nombre d'interceptions assez impressionnant de 6,71 tacles et interceptions par match. Et là, ça peut vraiment être de bon augure, en tout cas pour la défense et pour le latéral stéphanois, si Ballo est positionné en tant que latéral gauche. Donc on va voir si l'objectif, ça va être qu'il remplace Zuriko Davitashvili ou un autre joueur. Mais en tout cas, Tierno Ballo arrive du côté de Saint-Etienne. Et donc ce jeune joueur autrichien va devoir s'imposer rapidement dans l'effectif de Yann Catro parce qu'il ne va pas falloir traîner cette saison et il va falloir prendre des points rapidement pour ne pas le regretter en fin de saison. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo de présentation. Désolé, c'est pas évident de présenter parce que quand on ne connaît pas les joueurs, eh ben, c'est difficile d'avoir une vraie analyse seulement par des statistiques. Mais bon, ça permet de s'en faire une idée. J'espère qu'on va le découvrir et qu'on va avoir une très belle surprise en le voyant jouer. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité. Et puis, à très vite pour une nouvelle vidéo actu ou une vidéo de présentation d'un joueur. Je ne sais pas où on en est parce que je ne sais même pas quand cette vidéo va sortir. Je la tourne le vendredi 10 juillet. Bon, ça semble être bien parti pour lui et peut-être que ce sera aujourd'hui. Mais on verra ce qui va se passer pour Ballo. Merci à tous et à très vite. Et bien sûr, allez les Verts.